Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, le terrain. On va revenir sur l'actualité sportive de ce week-end de Pâques. Et qui dit week-end de Pâques dit Mondial Football Montaigu. La 49e édition de ce tournoi qui concerne la catégorie U16 s'est achevée ce lundi avec les différents matchs de classement et les finales. Avec tout d'abord la finale club entre l'AS Saint-Étienne-Anvers et l'Olympique de Marseille. C'était au stade Maxime Bossis de Montaigu. Deux équipes qui affichaient le même bilan après la phase de groupe, 2 victoires et 1 nul. Finale qui a été plutôt pauvre en occasion. 0-0 à la mi-temps. En seconde période, quelques situations dangereuses de part et d'autre, mais aucune des deux équipes ne parvient à tromper la défense adverse. Aucun but inscrit après 50 minutes de jeu, puisque les matchs font 2 fois 25 minutes. La victoire se joue donc sur une séance de tir au but, et alors que le score est de 8-7 pour l'équipe de Saint-Étienne, le Marseillais Sanchez va manquer le cadre, et c'est donc l'AS Saint-Étienne qui remporte ce challenge club du Mondial Football Montaigu. À noter la très belle 3e place de la sélection de Vendée qui réédite sa performance de 2021. Les Vendéens qui ont battu les Bordelais 1-0 en petite finale. On écoute les réactions des entraîneurs marseillais et stéphanois. On savait qu'en face il y avait des très belles équipes qui étaient capables d'aussi bien défendre et aussi bien attaquer. Du coup c'est encore une meilleure victoire parce qu'on a réussi justement à faire un très bon match du 16. On est très heureux de la réaction des petits aussi sur le match, où il y a un bon comportement, des bonnes aptitudes de footballeurs face à des très bons adversaires. Du coup on est très heureux de la finalité du tournoi. On avait préparé un plan de jeu qui justement permettait de pouvoir récupérer le ballon. On savait qu'ils étaient très bons dans le cœur du jeu. Donc nous on avait pour objectif justement de pouvoir les bloquer dans le cœur du jeu et de se projeter. On a eu pas mal de déchets dans l'utilisation du ballon, notamment sur des projections. C'est ce qui ne nous a pas permis d'être assez efficace. On a eu une occasion franche en début de match. Voilà, dommage qu'on n'ait pas concrétisé. Voilà, moi les séries de pénaltys, c'est pas ma tasse de thé. C'est compliqué de relever les gamins quand on perd au pénalty, malgré qu'ils ont fait un super tournoi. Je tiens à les féliciter. Voilà, ils ont fait un super tournoi. On a montré une belle image de notre club, une belle image de l'Olympique de Marseille. Voilà, on montre encore en haut de l'affiche. Donc voilà, c'est très encourageant pour le club. Et comme d'habitude, c'est la finale du Challenge Nation qui a ponctué cette 49e édition du Mondial Football. Une finale 100% sud-américaine avec l'Argentine et le Brésil. Le Brésil emmené par sa pépite Endrick qui ouvre le score dès la 2e minute. 1-0 pour les Brésiliens. Endrick qui a l'occasion de doubler la mise quelques minutes plus tard, mais il bute sur le gardien et son coéquipier Anastasio manque le cadre. 13e minute, l'Argentine parvient à égaliser avec un superbe but signé Agustín Roberto. Un but partout. On assiste ensuite à une nouvelle occasion pour le Brésil avec Guilherme qui voit sa frappe repoussée par le gardien. Juste avant la pause, nouvelle offensive du Brésil et Kendrick obtient un penalty. Guilherme se charge de le transformer et redonne l'avantage aux Brésiliens 2-1. Le Brésil qui se procure une dernière grosse occasion qui se termine sur le poteau. Score final 2-1. Le Brésil remporte donc ce 49e mondial de Montaigu. On écoute le sélectionneur. Teria niveau de dificuldade comparado a todas as outras edições. Aqui estavam as 8 melhores équipes ranqueadas no top 10 da FIFA. Il savait que le niveau de jeu du tournoi de Montaigu était très élevé, il s'était préparé pour ça. Il considère qu'il y avait parmi les 8 équipes présentes quasiment le top 10 de la FIFA à ce niveau et qu'il savait que la compétition était très dure, donc ça va au-delà de ses objectifs. E a nossa expectativa foi atendida. Jogos com grau de dificuldade elevado e ainda assim conseguimos jogar no mais alto nível técnico do futebol brasileiro. Donc c'est exactement ce à quoi il s'attendait, un niveau technique très élevé, un niveau de jeu très élevé, et il considère qu'ils ont réussi à élever leur niveau technique de jeu à ce qui était attendu pour gagner. Gostaria de agradecer no final a todo o apoio, o acolhimento e a energia da torcida francesa. Et il voudrait remercier tout l'appui, toute la chaleur apportée par les supporters français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à noter que l'équipe de France termine 6e. Du côté du challenge féminin, il y avait 3 nations représentées, la France, la Norvège et les Pays-Bas.
Il y a donc eu 3 matchs qui se sont tous soldés par des résultats nuls. 2 partout entre les Pays-Bas et la Norvège, 1 partout entre la France et les Pays-Bas, et puis 1 partout également, vous le voyez sur ces images, entre la France et la Norvège. Le dernier match de ce challenge féminin qui s'est disputé dimanche à Montaigu. La Norvège et les Pays-Bas terminent en tête grâce au nombre de buts marqués. Un 49e mondial football qui était celui du retour à la normale après une édition 2020 annulée et une édition 2021 décalée et réduite. Cette année, les organisateurs ont été gâtés par la météo et le public était très nombreux tout au long du tournoi. Bilan extrêmement positif en attendant la 50e édition. On écoute le président Michel Allemand au micro de Thibaut Grasset. La 49e édition était normalement une édition cool, mais c'est vrai qu'avec la qualité du plateau présenté, le nombre de spectateurs qu'il y a eu qui était dans la semaine super intéressant, on a fini avec une belle finale, avec plein de monde autour du stade, on peut être que satisfait. C'est sûr que là, avec la présence des Brésiliens, des Argentins, des Mexicains, des Anglais, Portugais, c'est vrai que là on avait atteint un très bon plateau et ça s'est ressenti sur le terrain parce que des fois c'est pas le cas. Des fois on a des bonnes équipes, tout au moins de nom, mais qui ne rentrent pas comme ça sur le terrain. On a déjà commencé à préparer la suite et tout, et donc là on a dans les tiroirs, même plus que dans les tiroirs, on a déjà notre idée pour fêter dignement cet anniversaire. Et toujours en football, on jouait ce week-end la 25e journée de National 2 et l'équipe des Herbiers, 8e au classement, accueillait Bourges, 5e samedi soir au stade Massabielle. Le VHF qui restait sur 4 matchs sans défaite et qui avait l'occasion de se rapprocher du top 5. La première grosse occasion pour les Arbretais à la 21e avec Brélivet qui trouve Payet. L'attaquant du VHF voit sa frappe détournée du pied par le gardien. Derrière, la tentative de Huertani est contrée. Nouvelle occasion avec une reprise d'Assouma qui passe à côté du cadre. Une nouvelle offensive des Rouges et Noirs. Pierre Grelier tente sa chance mais ne cadre pas. On va passer à la 42e minute de jeu avec un penalty accordé à Bourges à la suite d'une faute de Mahop. Penalty tiré et transformé par Nsimba. Ça fait 1-0 pour Bourges. Juste avant la pause, le coup franc lointain d'Emmanuel Bourgault ne donne rien. 1-0 pour Bourges, c'est le score à la pause. En seconde période, très peu d'occasions à signaler. Il y a une frappe du berruyer Sanson qui passe au-dessus. Puis une reprise de Payet côté Herbretais, reprise détournée par le gardien. Mais l'attaquant des Herbiers était de toute manière signalé en position de hors-jeu. Le VHF s'incline donc 1-0, 6e défaite à domicile pour les Herbretais. Les réactions des entraîneurs au micro d'Alain Charrier. On est forcément très déçus. On aimerait bien finir à domicile pour notre public, même pour l'équipe. Voilà. C'est un match qui n'a pas tourné dans l'autre sens. On va se projeter déjà sur le suivant. Mais il faut retenir ce qu'on a fait de moins bien. Voilà, les erreurs où on a concédé ce penalty à la fin de la première mi-temps. On se retrouve mené et derrière, on s'est un peu frustré et on a tapé dans un mur. On n'a pas réussi à le contourner ou à le perforer. Maintenant, on va se remobiliser voilà, ensemble et faire en sorte qu'on redémarre une dynamique sur ces 5 derniers matchs. C'est important. Il reste 5 matchs et voilà, on va se déplacer et ensuite on recevra le SCO d'Angers ici à la maison. Avant le résultat de l'état d'esprit que les garçons ont affiché ce soir, je leur avais demandé une remise en question, une revanche par rapport à la prestation de la semaine dernière contre Angers qui avait été pas suffisante à mon goût. Donc ce soir au moins on a vu une équipe qui se battait ensemble, une équipe déterminée, une équipe organisée. Donc ça c'est la première satisfaction et la seconde elle est forcément liée au résultat parce que l'emporter ici c'est une bonne opération. Après on a raté le coche un peu sur les matchs passés pour le batailler avec le haut du tableau pour l'accession. Maintenant on est en position de chasseur derrière, donc voilà, pour une première année c'est une première année satisfaisante. On a, j'espère, planté des bonnes bases pour le développement du foot à Bourges et pour l'avenir. Et avec 9 victoires, 7 matchs nuls et 9 défaites, le VHF est 9e au classement. Il reste 5 journées. Les Herbretais se déplaceront au Puy, 4e, samedi prochain. Et puis en National 3, il y avait un match en retard ce week-end entre la Châtaigneraie et Saint-Philbert de Grandlieu. C'est une victoire de la Châtaigneraie, 3-1. Les Vendéens sont 13e au classement. La prochaine journée de National 3, ce sera samedi. Et puis on termine cette page football avec la division 2 féminine, la 19e journée. Et la défaite de la Roche-ESO sur le terrain de Nantes, 2-1. 11e défaite des Lyonnaises qui sont 10e au classement. Le prochain match dimanche prochain avec la réception de Lille.
On passe au basket avec la 20e journée de Ligue féminine. Le RVBC se déplaçait à Villeneuve-d'Ascq, c'était vendredi soir. Villeneuve-d'Ascq où évolue l'ancienne capitaine du RVBC, Caroline Herriot. Pour ce match, le coach lyonnais Manu Baudy pouvait compter sur le retour de sa capitaine Ornella Bancolé. Mais Villeneuve-d'Ascq fait la course en tête en première mi-temps, 20-15 après 10 minutes de jeu, 43-31 à la fin du deuxième quart-temps. Donc à la mi-temps, Villeneuve mène de 12 points. Dans le troisième quart-temps, les débats sont équilibrés, mais Villeneuve conserve ses 12 points d'avance, 63-51. Dans le quatrième quart-temps, le RVBC réduit petit à petit l'écart, mais pas suffisamment pour revenir à hauteur de Villeneuve-d'Ascq, qui aura donc été devant au tableau d'affichage durant toute la rencontre. Score final 75-67. Au classement, le RVBC totalise 10 victoires et 10 défaites et occupe la 6e place. Le top 5 est désormais inaccessible. Il va donc falloir faire en sorte de conserver cette 6e place. Et il reste 2 journées et La Roche va terminer la saison avec 2 matchs à domicile face à Landerneau le 27 avril et face à Charleville le 30 avril. Toujours en basket, en National 1 masculine, dans le groupe B, l'équipe des Sables d'Olonne a terminé sa saison par une victoire sur le terrain de Pont-de-Cherhuis, 85-66. Les Sablais terminent 9e du groupe B. Pas de qualification pour les playoffs, mais un maintien assuré en N1. Alors que dans le groupe C, le maintien n'est pas encore acquis pour Chaland qui recevait Avignon-Pontet vendredi soir à la salle Michel Vrignot. Avignon qui avait remporté le match aller 107-100. Le VCB restait sur 2 défaites et les Chalandais font la course en tête dans le premier quart-temps. Ils mènent 23-18 après 10 minutes de jeu. Le match est très disputé, voire tendu. Après 20 minutes, Chaland est toujours devant au tableau d'affichage, mais avec seulement 3 points d'avance. 36-33, c'est le score à la mi-temps. Dans le troisième quart-temps, Avignon réussit pendant quelques instants à passer devant, 47-44, mais les Chalandais savent l'importance de la victoire sur ce match qu'ils reprennent par le bon bout. Le VCB mène de 7 points après 30 minutes de jeu, 58-51. La tension est palpable dans le quatrième quart-temps. Chaland résiste face à Avignon qui refait son retard petit à petit. Les Avignonnais qui recollent à 2 points, 72-70. Ils ont la possibilité de revenir au score, voire même de s'imposer. Mais le dernier shoot est finalement manqué. Et Chaland remporte cette très précieuse victoire, 72-70. Mais le panier average reste en faveur d'Avignon. On écoute les 2 coachs à l'issue du match. On a montré de bonnes choses, défensivement surtout. On a su limiter cette équipe d'Avignon, qui est une équipe qui est costaud offensivement à 70 points. Donc ça, c'était un beau challenge déjà. La dynamique était plutôt de notre côté quand même. Après l'absence de Nem sur les dernières minutes, c'est un peu un tournant du match quand même. Puisque je pense que s'il aurait été là, on aurait eu un vrai point de fixation intérieure. Ce qu'on avait recherché dans le troisième quart-temps et ce sur quoi on avait appuyé. Là, on n'a pas pu s'appuyer dessus. On était à un jeu très au large, avec beaucoup de tirs extérieurs. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie vraiment sur ce jeu de drive et c'est ce qu'a fait que derrière on arrive quand même à le prendre et c'est très très serré. On n'a pas pu reprendre le point d'avérage ce soir sur Avignon. Donc en cas de défaite de notre côté et de victoire d'Avignon, c'est Avignon qui passera devant. Donc là voilà, maintenant c'est important de gagner les 2 prochains et on a obligation presque de gagner les 2 pour pouvoir se maintenir. Nous avons fait un match assez intéressant. Je suis un peu déçu pour l'équipe parce que on était venu chercher la victoire. Je pense qu'on était dans la capacité à réaliser cette performance. Après, c'est les aléas du jeu. Le basket fait que le dernier ballon tourne autour du cercle et sort. Donc le jeu, c'est le basket, c'est très bien. Ça veut dire que c'était dans un bon esprit, aussi bien au niveau de l'arbitrage que de l'adversaire. Donc une vraie rencontre de basket et avec une bonne intensité. Voilà. C'est un match assez tendu parce que les gens jouent leur avenir, les clubs jouent leur avenir. Donc voilà, les joueurs ressentent un petit peu cette pression. Et voilà, mais par contre, de notre côté, nous avons donné le maximum pour essayer de gagner cette rencontre. Propos recueillis par Alain Charrier. On regarde le classement de ce groupe C où il faut impérativement éviter les 4 dernières places synonymes de relégation en N2. Et en l'état, il faut même éviter les 5 dernières places car le centre fédéral ne peut pas descendre. Les 2 dernières journées vont être cruciales pour les Chalandais qui se déplacent à Épinal dimanche et qui reçoivent Kaisersberg le vendredi 29 avril. À noter que Mike Joseph ne jouait pas avec le VCB vendredi soir et il ne jouera plus sous les couleurs chalandaises. Le président du club a décidé de l'écarter du groupe. Et puis dans un communiqué, le club a indiqué ensuite que le VCB et Mike Joseph ont décidé d'un commun accord de mettre fin au contrat qui les liait.
Un mot de voile, la 1000 des Sables est à peine terminée. Une nouvelle épreuve débute ce mardi au Sables d'Olonne, la solo maître coq, elle aussi organisée par les Sables d'Olonne Vendée course au large. Elle concerne cette fois la classe Figaro-Beneteau avec 3 épreuves, 2 épreuves côtières et une grande course. Habituellement, la grande course a lieu en dernier. Cette fois, les concurrents vont débuter par ce parcours de 327 000 entre Belle-Île, l'île de Ré et l'île-Dieu. Départ ce mardi matin à 11h. Ils sont partis depuis quelques instants sur cette 19e édition de la solo maître coq. Ils sont 33 figaristes au départ. On retrouve notamment le vainqueur de la précédente édition, Tom Laperche, mais aussi Charlotte Yvain du team Vendée Formation. C'est la première des 5 épreuves comptant pour le championnat de France élite de course au large et elle devrait se dérouler dans des conditions météo relativement clémentes. On va écouter Charlotte Yvain du team Vendée Formation et Tom Laperche, le tenant du titre, mais aussi Marc Chopin en charge de l'organisation. Ils sont tous les 3 au micro de Thibaut Grasset. Cette année, on a 33 participants donc pour la 19e édition, donc c'est bien. Il y a eu un énorme renouveau dans la classe, donc beaucoup de nouveaux, beaucoup de bisous, peu d'anciens. On en a une petite dizaine seulement. Voilà, donc la bagarre va être serrée devant parce que ça va rien lâcher. Hein, le niveau est toujours aussi haut. Donc on a 2 jours de course inshore, donc dans la baie des Sables, et on a une grande course de 2-3 jours pendant lesquels, qui correspond à peu près à une étape de Figaro de la solitaire. Donc comme ça, les skippers peuvent commencer à se rôder sur une étape type de la solitaire. Là, ça va être la première grosse course de la saison. On va pouvoir jauger un peu comment tout le monde a progressé, a travaillé cet hiver, comment on se positionne, et puis voilà, on va ressortir des nouvelles pistes de travail pour la suite. Moi, je suis suivie par le team Vendée Formation depuis l'année dernière. C'est eux qui m'ont recrutée dans leur équipe et qui m'accompagnent à avoir mon autonomie dans mon projet, à savoir chercher des budgets, trouver des partenaires, progresser aussi sur l'eau techniquement et tout ça. Donc c'est super complet, je suis super bien entourée et super bien accompagnée, donc ça c'est vraiment top. C'est la première course que j'ai gagnée en Figaro, c'était ici il y a 2 ans et l'objectif c'est de refaire aussi bien, de gagner cette année, même si je sais que c'est difficile et ouais, on se remet toujours en question dans la préparation et tout ça parce qu'il faut réussir à faire les bonnes trajectoires par rapport aux évolutions du vent, aux évolutions du courant, à la flotte. Et là on descend l'île de Ré, on va vers Belle-Île, le phare des Birvido, on passe devant les Sables d'Olonne et puis on refait une boucle vers le sud à une bouée, une marque particulière au milieu du golfe de Gascogne, puis on revient ici au Sables d'Olonne jeudi matin. Allez, un mot de course à pied avec les 10 km de la Chaume. C'était ce samedi, support du championnat de France de Vendée du 10 km. Chez les femmes, victoire d'Agathe Violo de l'Athlé Bocage Vendée en 35 minutes et 50 secondes. Chez les hommes, c'est Théo Moussu de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon qui conserve son titre. Il s'impose en 31 minutes et 53 secondes. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous jeudi à 18h50 pour 85 chrono l'agenda où on parlera du triple effort, l'épreuve organisée par le club de triathlon du Poiré-sur-Vie. Très bonne journée à tous.